En décembre 1991, l'Union soviétique a été officiellement dissoute, mettant fin à l'empire communiste qui avait gouverné près de 300 millions de personnes. Avec du recul, il semble aujourd'hui facile de voir l'effondrement de l'Union soviétique comme inévitable, voire évident. C'est loin d'être la vérité. En fait, presque personne ne l'avait prévu à l'époque. Le monde entier a été surpris. Par exemple, selon les mots de l'historien Neil Ferguson, peu de gens avaient anticipé l'effondrement de l'Union soviétique. Le nombre d'articles avant 1989, dans les années 80, qui disaient que ce système allait s'effondrer, se compte sur les doigts d'une main. Même les géopolitologues les plus avisés n'ont pas anticipé la chute soudaine de l'Union soviétique. Henry Kissinger en est un exemple. Selon lui, ni Nixon, ni lui, ni les conseillers soviétiques n'ont jamais évoqué la désintégration de l'Union soviétique. George Kennan, autre géostratège occidental, a déclaré « Il est difficile d'imaginer un événement plus étrange ou inexplicable que la soudaine désintégration totale de la grande puissance appelée Union soviétique. » Si personne ne l'avait prévu, pourquoi l'Union soviétique s'est-elle effondrée? Inévitable ou possible de survivre? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions, mais d'abord, voyons comment cela s'est produit, l'histoire de l'effondrement de l'Union soviétique. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique était au sommet de sa puissance. Sa victoire sur l'Allemagne nazie lui avait permis de contrôler presque toute l'Europe de l'Est, de l'Allemagne de l'Est aux Balkans. Après la guerre, le monde se divisait entre les nations capitalistes menées par l'Amérique et les communistes menés par l'Union soviétique. L'Amérique détestait que l'Union soviétique contrôle l'Europe de l'Est, mais elle ne pouvait rien faire. En 1949, l'Union soviétique a réalisé son premier essai nucléaire réussi, rendant impossible pour l'Amérique de la défier militairement. Sous la direction du dirigeant soviétique Joseph Staline, l'État soviétique semblait croître et se remettre rapidement de la guerre. Staline avait réussi à maintenir la stabilité en dirigeant d'une main de fer. Cependant, en 1953, Staline est mort, plongeant l'Union soviétique dans une lutte de pouvoir. Cette lutte de pouvoir a finalement été remportée par Nikita Khrouchtchev, venu de nulle part. Khrouchtchev annonçait un grand changement et, en 1956, il a critiqué Staline et condamné sa brutalité. Ce discours a redonné espoir au peuple d'Europe de l'Est voulant se libérer du contrôle de Moscou. En 1956, le peuple hongrois s'est soulevé contre son gouvernement contrôlé par les soviétiques et a exigé la fin du régime communiste à parti unique. Le soulèvement a été brutalement réprimé par Moscou, qui a envoyé 30 000 soldats et plus de 1000 chars. Cette réaction a clairement montré au monde que le bloc de l'Est était en réalité un empire dirigé par Moscou et que les pays d'Europe de l'Est n'avaient pas la possibilité de partir. Pourtant, beaucoup fuyaient le communisme, attirés par la liberté et la prospérité de l'Occident. Pour ceux qui voulaient bien s'échapper, il existait en réalité une route vers l'extérieur en passant par Berlin-Ouest. Berlin-Ouest, enclave en Allemagne de l'Est, restait capitaliste et aligné à l'Occident. Il était assez simple de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, puis de s'envoler vers la destination de son choix. De nombreux Allemands de l'Est ont agi ainsi, entraînant pour l'Allemagne de l'Est une perte importante de population, surtout parmi les plus instruits. Pour les autorités allemandes, c'était intolérable, et elles voulaient y mettre fin. En 1961, sans avertissement, ils ont construit un mur autour de Berlin-Ouest, enfermant les gens à l'intérieur et les isolant du reste de l'Allemagne, de l'Est. Le mur de Berlin a fortement détérioré les relations entre l'Union soviétique et l'Occident, qui allaient encore empirer. En 1961 a eu lieu l'événement rapprochant le monde de sa fin, la crise des missiles de Cuba. En octobre, des avions espions américains ont détecté des sites de lancement de missiles à Cuba, déclenchant aussitôt l'alarme. Si c'était épandre des missiles nucléaires, cela voudrait dire que l'Union soviétique pourrait détruire n'importe quelle ville américaine à tout moment. Les Américains paniquaient sans savoir quoi faire. Devaient-ils envahir Cuba, l'encercler, bombarder les sites de missiles? Leur décision était d'autant plus difficile qu'ils ignoraient si les missiles étaient en nucléaire ou opérationnels. Les Américains ont finalement décidé de bloquer l'île et d'empêcher toute livraison militaire. Les navires voulant aller à Cuba étaient fouillés et refoulés s'ils transportaient du matériel militaire.
La situation était extrêmement tendue et le monde a failli sombrer dans une guerre nucléaire. Les Américains et les Soviétiques ont trouvé un accord. Les missiles seraient en retirés de Cuba et, en échange, ceux des Américains en Turquie seraient également enlevés. L'accord avait évité une guerre nucléaire, mais les hauts responsables soviétiques à Moscou restaient insatisfaits. Ils étaient en colère contre l'accord de Khrouchtchev, car le retrait public de leurs missiles de Cuba contrastait avec le retrait secret des missiles américains de Turquie. Dans leur esprit, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait perdu la face. Ils ont finalement forcé Khrouchtchev à démissionner en 1964, remplacé par Leonid Brejnev. Brejnev, général important durant la Seconde Guerre mondiale, figurait parmi les dirigeants soviétiques les plus conservateurs. Il allait faire face à son premier grand défi 4 ans plus tard, en 1968, lorsqu'il y eut un autre soulèvement dans un pays d'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie. Là-bas, un nouveau dirigeant venait d'arriver au pouvoir et voulait donner plus de droits politiques au peuple et rendre l'économie plus capitaliste. Comme vous l'imaginez, les autorités soviétiques ne l'auraient jamais permis. En août, ils ont envoyé 250 000 hommes pour stopper les réformes et imposer un dirigeant fantoche. Le peuple tchèque a tenté de résister, mais a été écrasé par la force militaire. Les États-Unis et l'Occident étaient, bien sûr, indignés par cette brutalité, mais ils n'ont rien fait à ce sujet. Les années suivantes, les Américains ont adopté une nouvelle politique envers l'Union soviétique appelée la détente. La détente signifiait surtout dialoguer plus avec Moscou et accepter davantage les demandes soviétiques. Cela a mené à des discussions entre les deux superpuissances, aboutissant à des accords sur le contrôle des armements et les droits de l'homme. Le prochain événement majeur pour l'Union soviétique fut sa guerre avec l'Afghanistan, qui commença en 1979. L'Afghanistan, frontalier de l'Union soviétique, était politiquement instable depuis 1973 après le renversement du roi lors d'un coup d'État. Le gouvernement, après avoir voulu moderniser par des réformes, est vite devenu autoritaire et a perdu le soutien populaire. Les communistes soutenus par Moscou ont renversé le gouvernement et exécuté le président. Mais le nouveau gouvernement a vite sombré dans le chaos lorsque les communistes ont commencé à s'affronter. Les dirigeants soviétiques à Moscou craignaient que l'instabilité en Afghanistan ne gagne la région et n'affecte leur territoire d'Asie centrale. En décembre 1979, les soviétiques interviennent, envoyant des forces spéciales pour tuer le chef d'État afghan et placer un dirigeant fantoche. Cependant, cela s'est retourné contre eux et la situation a dégénéré en une guerre civile à grande échelle qui nécessiterait des centaines de milliers de soldats soviétiques. L'Union soviétique a combattu pour défendre son gouvernement fantoche face à la résistance islamique soutenue par les États-Unis. Pendant que la guerre faisait rage, des développements internes importants ont eu lieu en Union soviétique. Le dirigeant soviétique Leonid Brejnev est mort sans successeur clair. L'Union soviétique a eu 2 dirigeants très âgés, morts peu après leur prise de fonction. Finalement, en 1985, le pouvoir a été pris par Mikhaïl Gorbatchev, un dirigeant énergique qui voulait changer radicalement la politique soviétique. Beaucoup des intentions de Gorbatchev étaient un bien fondé. L'économie soviétique stagnait et la vie quotidienne empirait, alors Gorbatchev s'est lancé dans un vaste programme de réformes. Des réformes économiques ont introduit un certain degré de marché libre et de capitalisme. L'objectif n'était pas d'abolir l'économie planifiée, mais de rendre le socialisme plus efficace pour mieux répondre aux besoins des citoyens soviétiques. Des changements politiques ont aussi eu lieu avec l'autorisation des élections et plus d'autonomie pour les États membres. Il y a également eu une réduction de la censure, avec l'autorisation de certains médias indépendants. Malgré les efforts de Gorbatchev pour moderniser, l'Union soviétique faisait toujours face à de grands problèmes. La guerre en Afghanistan se passait extrêmement mal, leur coûtant un très grand nombre d'hommes et énormément d'argent. En 1986, une autre catastrophe majeure s'est produite, la fusion du réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Tchernobyl a été une catastrophe d'image pour le Parti communiste. Ils ont d'abord caché l'incident sans publier de communiqué pendant plusieurs jours. Même après publication, de nombreuses informations ont longtemps été cachées. Le plus grave est que les autorités soviétiques ont tardé à évacuer la région, mettant ainsi les habitants en danger. Comme vous pouvez l'imaginer, le public était indigné et le gouvernement soviétique avait l'air extrêmement mauvais. Au cours des années suivantes, les problèmes ont commencé à s'accumuler pour les autorités soviétiques.
La guerre en Afghanistan continuait de mal se passer, et finalement, en 1988, ils ont dû retirer leurs forces. Avec plus d'un demi-million de personnel sur place, ils échouaient toujours à maintenir leur gouvernement fantoche. C'est cette année-là, en 1988, que les premiers signes sont apparus indiquant que l'Union soviétique pourrait être sur le point de s'effondrer. Pour comprendre la chute de l'Union soviétique, il est important de comprendre la différence entre l'Union elle-même et ses États fantoches d'Europe de l'Est, appelés le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est regroupait la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est, officiellement indépendants. En réalité, c'était une fiction, et ces nations étaient dirigées par des gouvernements contrôlés par Moscou. Cependant, ces pays ne faisaient pas officiellement partie de l'Union soviétique. L'Union soviétique regroupait plusieurs États membres en un seul pays. Sa structure était en fait assez similaire à celle de l'Amérique, avec plusieurs États-Unis pour former une seule nation. L'Union était composée de 15 États membres, dont les pays baltes comme l'Estonie et la Lettonie, le Caucase comme la Géorgie et l'Arménie, l'Asie centrale comme le Kazakhstan et le Tadjikistan, ainsi que quelques autres comme l'Ukraine, la Biélorussie et bien sûr la Russie elle-même. En théorie, les États membres étaient des partenaires égaux dans l'Union, mais en pratique, malgré Trente, elle a toujours été dominée par la Russie et Moscou. Cette énorme structure a commencé à s'effondrer en février 1988, lorsqu'une guerre civile a éclaté dans le Caucase. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux États soviétiques, se sont affrontés pour la région disputée du Haut-Karabakh. Moscou a tenté d'intervenir sans réussir à stopper les combats, révélant son impuissance. C'était un moment extrêmement important. Les populations du bloc de l'Est ont constaté l'impuissance de Moscou à contrôler ses membres et y ont vu une chance de se libérer. En avril 1988, une énorme vague de manifestations, de grèves et d'émeutes a éclaté en Pologne. Le régime communiste polonais, fragilisé par les troubles, a choisi d'entamer des discussions avec Solidarność, le syndicat à l'origine des grèves. Solidarność a réclamé la fin du parti unique et l'instauration d'élections libres. La situation est aussi devenue incontrôlable en Union soviétique, surtout dans les pays baltes. En novembre, l'Estonie a proclamé sa souveraineté. Ce n'était pas une déclaration d'indépendance, mais c'en était la première étape. Cela signifiait que les lois estoniennes prévalaient désormais sur celles de l'Union soviétique. La plupart des États membres de l'Union déclaraient d'abord leur souveraineté, puis leur indépendance. Fin 1988, les premiers signes sont apparus, mais c'est en 1989 que le barrage a vraiment cédé. En Pologne, Solidarność a obtenu l'abandon du parti unique et la création d'un Sénat démocratiquement élu. 2 mois plus tard, Solidarność a remporté 59% des voix aux élections parlementaires. C'était un message fort adressé au monde entier que la Pologne rejetait le régime communiste. Les pays baltes ont aussi avancé vers l'indépendance, la Lituanie et la Lettonie déclarant leur souveraineté. Puis en août, il y eut une immense manifestation pacifique appelée la Voisette balte, au cours de laquelle 2 millions de personnes se sont donné la main pour former une chaîne humaine. La chaîne s'étendait sur environ 700 km et reliait les capitales des 3 États baltes. C'était une manifestation pacifique mais puissante de leur désir de liberté. Quelques mois plus tard, la Hongrie a amorcé la sortie du communisme en discutant la fin du régime à parti unique. Le 9 décembre 1989 a eu lieu sans doute l'événement le plus célèbre du processus, la chute du mur de Berlin. Cela s'est produit parce qu'un responsable du gouvernement est-allemand a annoncé par erreur que les restrictions de voyage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest seraient enlevées. Une grande confusion a suivi, et des milliers de Berlinois de l'Est ont afflué aux postes frontières, forçant les gardes à ouvrir les portes. Pour la première fois depuis des décennies, les gens ont pu traverser librement entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Une grande partie de l'Europe de l'Est défiait Moscou sans que les autorités soviétiques interviennent. En Tchécoslovaquie, une manifestation de masse en novembre a contraint la direction communiste à démissionner et permis des élections démocratiques l'année suivante. En Roumanie et en Catalogne, Nicolae Ceausescu voulait garder le pouvoir, mais l'armée s'est retournée contre lui et il a été tué. Fin 1989, tous les pays du bloc de l'Est avaient renversé ou étaient en train de renverser leur gouvernement communiste. L'Union soviétique elle-même mettait également en œuvre certaines réformes libérales.
Gorbatchev a instauré le multipartisme et, en mars 1990, organisé la première élection présidentielle libre de l'Union soviétique. Il allait gagner l'élection avec une large majorité. Cependant, l'instauration d'un système multipartite limitait beaucoup plus ses pouvoirs et renforçait l'opposition. Certains critiquaient donc ces politiques pour avoir affaibli l'Union soviétique. D'autres voulaient des réformes plus radicales et l'abandon du communisme. En 1990, une grande partie de l'Europe de l'Est s'était libérée de Moscou, mais l'Union soviétique restait officiellement intacte. En mars 1990, la Lituanie est devenue le premier État soviétique à déclarer son indépendance. Moscou a bien essayé d'empêcher cela en imposant un blocus économique qui a gravement affecté l'économie de la Lituanie. Après 11 semaines, les deux parties ont accepté de négocier et le blocus a été levé. Cela n'a pas empêché les autres États membres de suivre l'exemple de la Lituanie. Dans les mois suivants, l'Estonie, la Lettonie et d'autres États comme la Géorgie, l'Ukraine et la Biélorussie ont déclaré leur indépendance. Plus intéressant encore, la Russie a aussi proclamé sa souveraineté. La Russie portait par un fort nationalisme, en avait assez de voir son argent partir ailleurs dans l'Union. En proclamant sa souveraineté, la Russie signalait qu'elle ne souhaitait pas réellement appartenir à l'Union qu'elle dirigeait. Cependant, certains en Russie voulaient encore la survie de l'Union soviétique, comme en témoignent deux événements survenus en 1991. En janvier, Moscou a ordonné une occupation militaire en Lituanie pour tenter de l'empêcher de partir. Les forces soviétiques, dont parachutistes, chars et forces spéciales, sont entrées à Vilnius, capitale de la Lituanie. L'objectif était de prendre les infrastructures clés et de rétablir le contrôle soviétique. Les forces soviétiques ont pris pour cible la tour de télévision, un symbole du mouvement d'indépendance lituanien et un centre de communication important. Des civils non armés ont manifesté contre les forces soviétiques. 14 civils ont été tués et plus de 700 blessés lors du dimanche sanglant. Les morts ont choqué et, sous pression internationale, les soviétiques se sont retirés. Malgré cet échec, les conservateurs soviétiques ont encore tenté d'empêcher la dislocation de l'Union en août, en essayant de prendre le pouvoir lors d'un coup d'État. Le 19 août, pendant les vacances de Gorbatchev, les putschistes l'ont assigné à résidence et déclaré qu'il était trop malade pour gouverner. Ils ont déclaré l'état d'urgence et déployé soldats et chars pour contrôler Moscou. Le chef du coup d'État a ensuite tenu une conférence de presse où il s'est déclaré président par intérim, aux côtés d'autres membres radicaux du Parti communiste. Selon lui, c'était nécessaire pour éviter que le pays sombre dans le chaos. Les auteurs du coup d'État n'ont toutefois pas pu neutraliser Boris Eltsine, président de la Russie. Eltsine a dénoncé le coup d'État et appelé à des manifestations massives. Des milliers de civils à Moscou et ailleurs ont manifesté, tandis que de nombreux soldats rejoignaient Eltsine. En 3 jours, le coup d'État s'effondra, ses dirigeants fuyant. Ce putsch raté fut la dernière grande tentative pour sauver l'Union soviétique. Tout au long de 1991, d'autres États membres ont continué à déclarer leur indépendance et rien n'a été fait pour les en empêcher. En décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev a officiellement signé la dissolution de l'Union soviétique. L'empire communiste, qui avait duré 7 décennies, n'existait plus. Voilà ce qui s'est passé, l'effondrement total de l'Union soviétique et l'indépendance de tous ses États membres. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi l'Union soviétique n'a-t-elle pas survécu ? Eh bien, la première chose à mentionner est à quel point l'économie soviétique était mauvaise comparée à celle de l'Occident. Le peuple de l'Union soviétique a toujours eu un niveau de vie inférieur à celui des pays capitalistes occidentaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie s'est nettement améliorée aux États-Unis et en Europe occidentale, alors qu'elle était restée similaire dans les pays communistes. Pour illustrer cela, regardons l'un des biens de consommation les plus importants de tous les temps, les voitures. Après la guerre, un fort boom des ventes de voitures en Occident a porté à près de 60% la part des ménages possédant une voiture fin des années 1950. En Union soviétique, seuls 2 à 3 foyers sur 1000 en avaient une. Cette tendance s'est poursuivie dans les décennies suivantes. Dans les années 1980, presque chaque foyer en Amérique possédait une voiture, tandis qu'en Union soviétique, ce pourcentage n'a jamais dépassé 10%. Le processus pour obtenir une voiture en Union soviétique était un vrai cauchemar. Par exemple, imaginez que vous étiez un ouvrier en Russie voulant obtenir une voiture.
Le principal problème serait de réunir l'argent, car cela coûterait près d'1 an de salaire. Même avec l'argent, vous ne pourriez pas simplement acheter une voiture. Rendez-vous chez votre employeur ou au syndicat pour déposer une demande écrite. Expliquez ensuite pourquoi vous en aviez besoin. Ensuite, on évaluerait votre productivité et votre comportement de bon citoyen. Avez-vous vraiment cru au communisme? Faisiez-vous partie de la jeunesse communiste? La moindre tâche sur votre dossier pouvait entraîner le rejet de votre demande. En tant que citoyen communiste modèle, vous avez brillamment réussi le test. Maintenant, il faut attendre. Après quelques mois, vous apprendriez que votre demande était acceptée. Vous pensiez enfin obtenir votre voiture, non? Non. Malheureusement, il y avait une telle pénurie de voitures que même ceux dont la demande avait été approuvée ne pouvaient pas toujours en obtenir une. Les syndicats décidaient en lesquels ouvriers recevaient réellement leur voiture à travers un système bureaucratique, et cela dépendait souvent de la chance et des relations. Finalement, un citoyen soviétique moyen attendait 7 à 10 ans pour obtenir une voiture. Avec de bonnes relations, vous pouvez obtenir une voiture plus vite, voire une meilleure occidentale. Par exemple, Léonid Brejnev possède plusieurs voitures occidentales, comme une Rolls-Royce, une Mercedes et une Cadillac. En Occident, le processus pour obtenir une voiture était aussi simple que de sortir et de l'acheter. En Amérique, elle valait 3 à 4 mois de salaire. Cette différence marquée dans la possession de voitures se retrouve aussi dans d'autres domaines, comme l'alimentation. Voici un tableau montrant la consommation alimentaire en Union soviétique, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les années 70. Les citoyens soviétiques consommaient bien plus de pain et moins de viande. C'était parce que la production alimentaire avait stagné. Dans les années 1950, la production agricole augmentait d'environ 9% par an et tout allait bien. Mais dans les années 1960, la situation s'est dégradée et la production a baissé. En 1963, la récolte était de 107 millions de tonnes, contre 135 millions auparavant. Cela signifiait que les gens devaient consacrer une plus grande part de leurs revenus à la nourriture. Dans les années 70, les ménages soviétiques dépensaient près de 2/5 de leurs revenus pour la nourriture, bien plus que les occidentaux. Certaines personnes affirmaient que le modèle communiste avait toutes sortes d'avantages sur le capitalisme, mais en réalité, c'était une fiction. On affirmait souvent que l'Union soviétique n'avait jamais connu de chômage. Même si le gouvernement soviétique garantissait un emploi à tous, beaucoup de ces postes faisaient perdre du temps aux gens. Les gens occupaient des emplois inutiles ou peu utiles, ce qui revenait à être au chômage même en allant travailler. Ce phénomène, appelé chômage caché, concernait des dizaines de millions de personnes en Union soviétique. Même à cette époque, il y avait des gens qui n'avaient même pas de lieu de travail où se rendre, et ils n'étaient tout simplement pas comptabilisés dans les statistiques officielles. Un historien de l'économie soviétique a estimé le chômage réel dans les grandes villes à 8%, ce que le gouvernement refusait d'admettre. La situation catastrophique du logement rendait aussi la vie difficile aux citoyens soviétiques. Le gouvernement soviétique se vantait de l'absence de sans-abri dans les rues. C'était en partie vrai, mais cela omet les conditions infernales imposées aux gens. Les appartements fournis par le gouvernement étaient extrêmement petits et mal construits. Il n'y en avait pas assez, donc ils étaient très surpeuplés, souvent avec plusieurs familles vivant dans un seul petit appartement. Pour être inscrit sur la liste pour un nouvel appartement, une personne devait disposer d'un espace de vie de moins de 5 mètres carrés. Même ainsi, le processus était très lent et il devait sûrement attendre des années. Certaines personnes n'habitaient même pas de maison. Une grande partie de la population, en dehors des grandes villes, vivait dans quelque chose qui ressemblait à une caserne, sans toilette ni eau courante. Malgré la situation difficile, il restait des sans-abri. On les appelait euphémiquement « sans résidence fixe ». Ils se réfugiaient souvent au sommet des gratte-ciel de Moscou, parmi les conduits de ventilation et de chauffage. La situation des services de santé était tout aussi mauvaise. La santé était prioritaire pour les dirigeants soviétiques qui garantissaient, en théorie, l'accès aux soins à tous. En réalité, la plupart des hôpitaux soviétiques manquaient d'équipements. Les gants et aiguilles étaient réutilisés et les appareils d'imagerie par résonance magnétique rares hors des grandes villes. Comme vous l'imaginez, les résultats en santé étaient bien pires qu'en Occident.
En 1979, la fièvre typhoïde était 30 fois plus fréquente qu'aux États-Unis et la rougeole 20 fois plus élevée. En Union soviétique, seuls 40% des cancers du col de l'utérus étaient détectés avant le stade terminal, contre 70% en Amérique. Une dernière chose que je vais mentionner, c'est l'énorme restriction qui existait sur les libertés individuelles. Je ne parle pas seulement de la liberté d'expression ou du droit de manifester, qui étaient bien sûr tous deux inexistants. Je parle des lois draconiennes sur la liberté de mouvement, qui paraissent rétrospectivement presque médiévales. Les citoyens soviétiques étaient attachés à leur lieu d'enregistrement par un système strict de passeports internes et devaient obtenir l'accord de l'État pour déménager, même au sein du pays. Ces passeports internes ont été utilisés jusqu'à la fin, même dans les années 80. Nous avons donc vu à quel point le système soviétique était mauvais et franchement maléfique, et comme vous pouvez l'imaginer, il était extrêmement impopulaire. Peut-être que la plus grande démonstration de combien les gens détestaient vivre sous l'Union soviétique est le fait que chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils partaient en fait. Longtemps, la façon la plus simple de quitter le bloc soviétique était de passer par Berlin, seul lieu sans frontières. Entre 1951 et 1955, 1,5 million de personnes ont quitté Berlin-Est pour Berlin-Ouest. En comparaison, seuls environ 300 000 ont fait le trajet inverse. C'était un problème pour les soviétiques, car ceux qui partaient étaient souvent les citoyens les plus talentueux, artistes, scientifiques, athlètes. Un bon exemple est le danseur de ballet Rudolf Nureyev, qui était l'un des meilleurs danseurs de sa génération. Invité par la France à Paris, les autorités soviétiques l'ont autorisé à s'y rendre pour démontrer leur suprématie culturelle sur l'Occident. Pendant tout son séjour, il était constamment surveillé par des agents secrets soviétiques pour tenter de l'empêcher de s'échapper. Finalement, tout fut inutile, car Nureyev s'est échappé et a vécu en Occident jusqu'aux années 1980. La plupart des gens ne pouvaient pas partir. Les contrôles aux frontières étaient extrêmement stricts et s'évader était presque impossible. La seule route possible à travers Berlin a finalement été bloquée lorsque le mur de Berlin a été construit en 1961. Dès lors, quiconque tenterait de fuir par Berlin serait abattu. On estime qu'environ 600 personnes ont été abattues et tuées par les gardes frontières est-allemands en tentant de s'évader. L'impopularité du système se voit à travers les nombreux soulèvements contre lui. La domination soviétique était particulièrement difficile à accepter pour les peuples d'Europe de l'Est, et c'est là que les soulèvements ont eu lieu. Le premier grand soulèvement a eu lieu en Allemagne de l'Est en 1953, après que le Parti communiste est-allemand a exigé que les ouvriers travaillent pour moins. Les dirigeants est-allemands ont réprimé le soulèvement avec l'appui des chars soviétiques, causant la mort de 125 personnes. 3 ans après, le soulèvement a eu lieu en Hongrie. Cela est arrivé car Nikita Khrouchtchev a critiqué Staline et promis de libéraliser l'Union soviétique dans un discours. Les camps de travail brutaux devaient être fermés et il devait y avoir moins de censure et de surveillance. Les étudiants hongrois ont vu là une chance de se libérer de la domination soviétique et ont organisé d'importantes manifestations à Budapest. Leurs revendications ont vite reçu un large soutien, et quelques jours plus tard, ils ont annoncé un nouveau gouvernement rompant avec l'Union soviétique. Alors que la situation devenait totalement incontrôlable, Moscou a décidé d'envahir le pays et de rétablir l'ordre, envoyant 30 000 soldats et plus de 1000 chars pour réprimer brutalement le soulèvement. Le Parti communiste hongrois a repris le pouvoir, mais à un coût élevé. Plus de 2000 Hongrois ont été tués et 200 000 ont fui le pays. Puis un troisième grand soulèvement a eu lieu en Tchécoslovaquie, en 1968. L'Union soviétique a de nouveau réprimé le soulèvement par la force, déployant près d'un demi-million de soldats et 6000 chars. Le communisme a été restauré et des milliers de personnes ont fui. J'espère donc vous avoir convaincu que l'Union soviétique était pourrie, corrompue et très impopulaire. Pour moi, ce sont des raisons très importantes, expliquant pourquoi il était toujours probable qu'elle s'effondre à un moment donné. Cependant, je ne pense pas que ce soit une réponse très satisfaisante à la question de savoir pourquoi elle essaie de tomber à ce moment précis. De nombreux gouvernements dans le monde restent en place malgré leur grande impopularité et la mauvaise qualité de vie qu'ils offrent à leurs citoyens. Un exemple, le Venezuela. Son gouvernement, responsable de l'effondrement du pays et détesté par la majorité, reste pourtant au pouvoir. Le gouvernement iranien est également détesté par son peuple, et pourtant ils sont incapables de le renverser.
Il y en a beaucoup d'autres, comme la Corée du Nord ou Cuba. La liste est longue. Donc si le simple fait d'être impopulaire n'est pas une bonne réponse à la question de savoir pourquoi l'Union soviétique est tombée, alors quelle est la vraie raison? Pour répondre à cette question, il serait bon d'examiner de plus près à quoi ressemblait réellement le processus d'indépendance dans la pratique. Un bon exemple est l'histoire de ce qui s'est passé en Estonie. Dès 1987, les Estoniens ont organisé chaque année de grandes manifestations pour demander l'indépendance de Moscou. La première manifestation a eu lieu sur la place centrale de la capitale le 23 août. Les manifestations ont réuni environ 7000 personnes en une seule journée, mais cela restait un moment important. Avant, toutes les manifestations étaient réprimées, mais cette fois, Moscou n'a presque rien fait. L'année suivante, les manifestations ont repris, rassemblant cette fois 300 000 Estoniens dans tout le pays. Pourtant, Moscou n'a rien fait, pensant que des concessions apaiseraient les manifestants. Des partisans de la ligne dure au sein de l'élite soviétique ont exigé une réponse ferme, demandant l'état d'urgence, mais leurs appels ont été ignorés. L'inaction de Moscou amplifiait les manifestations en Estonie. Alors que le peuple réclamait l'indépendance, tous les yeux étaient retournés vers le Soviet suprême estonien, principale instance législative du pays. Face aux manifestants, le Soviet suprême a audacieusement proclamé la souveraineté de la République en novembre 1988. C'était le premier État membre de l'Union soviétique à le faire. Pour être clair, déclarer la souveraineté ne signifiait pas déclarer l'indépendance. Cela signifiait qu'en Estonie, les lois locales primeraient sur les lois venant de Moscou. C'était un défi audacieux aux autorités soviétiques. Quelle serait leur réaction? Ils devaient agir radicalement et vite, sinon l'Estonie partirait. Au final, Moscou fit très peu de choses. Elle a publié des déclarations accusant les manifestants d'extrémisme et d'antirussisme. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a eu aucun effet, et l'Estonie a poursuivi sa voie vers l'indépendance. Le 23 août 1989 a eu lieu la plus incroyable manifestation, la Voie balte. Une chaîne humaine de 2 millions de personnes traversait les frontières de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Elle impliquait environ un quart de la population des pays baltes et s'étendait sur près de 700 km. Ce geste audacieux a attiré beaucoup d'attention internationale. En mars 1991, un référendum a eu lieu et près de 80% de la population a voté pour l'indépendance. La République d'Estonie a été proclamée seulement quelques mois plus tard. Avec cela, l'Estonie s'était libérée de Moscou et avait gagné son indépendance. Voici l'histoire de l'Estonie. Chaque pays a vécu une expérience différente pour obtenir son indépendance, mais l'exemple de l'Estonie reste représentatif. Je veux surtout souligner que Moscou n'a presque rien fait pour la maintenir dans l'Union. Aucun char envoyé, aucun massacre ni violence. C'était vrai pour presque tous les pays. En fait, Moscou n'a eu recours à la violence que dans quelques endroits précis. Il est facile de l'oublier, mais il est stupéfiant que Moscou ait si peu agi pour empêcher la chute de l'Union soviétique. De nombreux pays ayant obtenu leur indépendance étaient sous contrôle russe depuis des siècles. Beaucoup pensaient qu'ils faisaient partie de la Russie. L'Estonie est un bon exemple. Elle faisait partie de l'Empire russe depuis 1710, soit presque 3 siècles. Pour moi, le fait que Moscou ait laissé l'Estonie obtenir son indépendance sans tirer un seul coup de feu est extrêmement surprenant. Un autre exemple, l'Ukraine. La plupart de l'Ukraine appartenait à l'Empire russe depuis la fin du XVIIe siècle. La Crimée avait été conquise en 1783. Encore une fois, pour beaucoup de gens en Russie, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Et pourtant, lorsque l'Ukraine a déclaré son indépendance, Moscou n'a rien fait pour l'empêcher de devenir un État séparé. Je pense que si vous aviez demandé à un historien dans les années 80 ce que Moscou ferait si l'Ukraine essayait de déclarer son indépendance, il aurait presque certainement prédit que Moscou enverrait les chars. Je pense qu'il aurait probablement trouvé l'idée que Moscou ne ferait rien extrêmement invraisemblable. Donc la question est alors, pourquoi? Pourquoi Moscou a-t-elle réagi ainsi? Pourquoi n'ont-ils pas utilisé la force pour garder leur empire uni? Eh bien pour moi, il est très difficile de dire s'il s'agissait davantage d'une incapacité des dirigeants soviétiques à faire ce qui était nécessaire ou d'un manque de volonté. Voyons d'abord pourquoi ils en étaient incapables.
À la fin des années 1980, l'Union soviétique traversait une grave crise. L'économie était à son pire niveau depuis des décennies, avec de longues files et des rayons vides en supermarché. Même des produits courants, en 1985, comme le sucre et le savon, avaient disparu des rayons en 1989. Les gens dépendaient du marché noir pour obtenir des produits essentiels comme le pain et la viande. Ces pénuries résultèrent de la stagnation économique. La croissance du produit intérieur brut par habitant avait chuté à 1,5%, soit près de 2 fois moins qu'à la fin des années 60. L'Union soviétique devait dépendre davantage des importations occidentales, ce qui causait un déficit commercial insoutenable. Ce déficit devait être financé par l'emprunt, donc la dette a explosé. La dette soviétique envers les banques occidentales a augmenté de 27 à 39 milliards de dollars entre 1985 et 1986, soit plus de 40% en un an. Ces problèmes économiques ont été aggravés par les conflits qui avaient lieu à cette époque. L'essentiel reste la guerre en Afghanistan. Plus de 600 000 soldats soviétiques ont soutenu le gouvernement communiste afghan, mais après des années de combat, ils se sont retirés sans résultat. Puis en 1988, il y a eu le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de la région disputée du Haut-Karabakh. Le conflit a débuté quand les Arméniens du Haut-Karabakh ont réclamé l'unification avec l'Arménie, provoquant des violences entre les deux républiques. La direction soviétique a tenté de rétablir l'ordre en envoyant des troupes, mais elle hésitait à recourir à la force, et la situation s'est devenue incontrôlable. Un autre élément qui a alimenté la crise a bien sûr été la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Tchernobyl a révélé l'inefficacité de l'État soviétique et a aussi détruit la faible confiance du peuple envers le gouvernement. En dehors de cela, la catastrophe a également coûté beaucoup d'argent. Le nouveau Premier ministre a qualifié Tchernobyl de coup soudain et dévastateur porté à notre économie déjà fragile. L'Union soviétique était en profonde crise, rendant difficile pour ses dirigeants d'empêcher le départ des pays. Même si elle n'avait pas été dans un état aussi mauvais, cela aurait quand même été difficile. Il faut se souvenir que l'effondrement de l'Union soviétique, c'était surtout 14 pays cherchant leur indépendance simultanément. Cela aurait été assez accablant même pour un État fort et robuste. Donc il est sans clair que les dirigeants soviétiques étaient à peine en position de faire ce qu'il fallait pour maintenir l'Union. Mais même dans la mesure où ils l'étaient, ils n'en avaient pas la volonté. Essentiellement, je pense que beaucoup de dirigeants soviétiques ont tout simplement cessé de croire dans l'ensemble du projet. Pour illustrer cela, examinons de près deux figures majeures de cette histoire, Gorbatchev et Eltsine. Mikhaïl Gorbatchev a été élu dirigeant soviétique en 1985, dans l'espoir qu'il apporterait de nouvelles idées à la politique soviétique. Gorbatchev croyait en l'Union soviétique et au communisme, mais jugeait leur application totalement erronée à son arrivée au pouvoir. Il n'aimait pas le manque de liberté en Union soviétique et estimait que ce n'était pas la bonne application du communisme. Constatant la nécessité d'un changement radical, il a lancé un vaste programme de réformes. L'un des principaux changements a été de permettre des élections libres dans un système multipartite. Jusqu'alors, seul le Parti communiste était autorisé en Union soviétique, mais désormais des options non communistes seraient proposées aux élections. Il faut noter que Gorbatchev ne cherchait pas à renverser le communisme. Il ne voyait pas les élections libres comme une menace, pensant que tous voteraient pour les communistes. Il souhaitait aussi réduire la censure et accorder davantage de liberté d'expression. Ironiquement, les réformes de Gorbatchev visaient en fait à renforcer l'Union et assurer sa survie. Il croyait au projet, mais il ne pensait pas que Moscou devait forcer les gens à en faire partie contre leur volonté. Son engagement à laisser des pays comme la Pologne faire ce qu'ils voulaient a primé sur son engagement à maintenir l'Union unie. En juin 1989, la Pologne a élu son premier gouvernement non communiste. Tout le monde pensait que cela ne serait pas toléré par Moscou et qu'il prendrait des mesures drastiques. Même communiste, Gorbatchev pensait que personne ne devait être forcé de vivre sous le communisme. Il a affirmé devant le Conseil de l'Europe « L'ordre social et politique de certains pays européens a changé par le passé et pourrait encore évoluer. L'intensité sentie. Cependant, cela relève exclusivement du choix des peuples eux-mêmes. C'est leur décision. Toute ingérence dans les affaires intérieures ou toute tentative de limiter la souveraineté des États est inadmissible.
Ce genre de sentiment aurait été totalement étranger aux dirigeants soviétiques précédents, et cela a surpris presque tout le monde. Essentiellement, Gorbatchev donnait la permission à la Pologne de quitter le bloc de l'Est. Un autre bon exemple d'un homme peu disposé à faire beaucoup pour maintenir l'Union soviétique unie était Boris Eltsine. Eltsine, membre du Parti communiste depuis 1961, gravit vite les échelons hiérarchiques. Initialement partisan des réformes de Gorbatchev, il souhaitait en réalité qu'elles aillent plus loin et plus vite. Eltsine ne croyait pas vraiment au communisme. Il souhaitait une libéralisation complète des marchés en Union soviétique. Il s'était tant éloigné de l'État soviétique qu'en 1987, il a démissionné du Politburo du Parti communiste. C'était un geste stupéfiant. Jamais auparavant, personne n'avait volontairement quitté ce poste très privilégié. Il a accusé ses collègues soviétiques de ne pas vraiment soutenir les réformes libérales de Gorbatchev. Eltsine n'était pas attaché à l'Union soviétique pour la raison assez ironique qu'il se souciait principalement des intérêts russes. À l'époque, il y avait en fait une tendance nationaliste dans la politique russe. De nombreux Russes en avaient assez que la Russie subvienne aux autres États soviétiques, point de vue partagé par Eltsine. Eltsine a réclamé davantage de souveraineté russe face à l'Union soviétique. Avec Gorbatchev et Eltsine à sa tête, l'Union soviétique était dirigée par des hommes qui n'y croyaient pas vraiment. Dans ce contexte, son effondrement paraît naturel. Il faut souligner que certains hommes ressentaient l'embarras les choses différemment et votaient plus déterminés à préserver l'Union. Une faction du Parlement soviétique, appelée Soyouz, s'opposait fermement aux réformes libérales de Gorbatchev. Ils exigeaient sur l'éviction de Gorbatchev, la dissolution du Parlement et l'interdiction de tous les partis politiques. Ils voulaient une déclaration immédiate de la loi martiale et que le pouvoir soit confié à un comité militaire qui ferait tout son possible pour empêcher la désintégration de l'Union. Soyouz n'était pas le seul groupe opposé à Gorbatchev. En 1991, des personnalités publiques ont écrit un mot au peuple pour critiquer Gorbatchev et Eltsine et implorer d'empêcher l'effondrement de l'Union soviétique. Le meilleur exemple d'une tentative d'arrêter l'effondrement fut le coup d'État manqué de août 1991. Les conservateurs soviétiques, anticipant la situation, ont agi pour l'empêcher. Gorbatchev a été mis en résidence surveillée et des milliers de soldats ont été envoyés à Moscou pour contrôler la ville. Il y avait un nombre raisonnable de personnes favorables au coup d'État, car il était évident que sous la direction de Gorbatchev, l'Union soviétique allait très bientôt se désintégrer. Mais au final, le coup d'État a échoué parce qu'il n'avait tout simplement pas assez de soutien. Beaucoup de soldats qui étaient censés contrôler Moscou ont fait défection et un grand nombre de personnes sont descendues dans la rue. Les habitants des villes redoutaient craignant qu'un coup d'État réussi ramène l'oppression subie pendant des années. Pour moi, le fait que le coup d'État ait totalement échoué et qu'il ait échoué par manque de soutien montre à quel point il y avait de l'apathie quant à la survie de l'Union soviétique. À ce moment, chacun voyait que l'Union soviétique risquait de s'effondrer et qu'il fallait une mesure radicale pour l'éviter. Le coup d'État était la dernière chance de sauver l'Union, mais beaucoup parmi la population et les élites ne l'ont pas soutenu. Pour moi, c'est cette apathie, plus que toute autre chose, qu'elle sait la raison de la chute de l'Union soviétique. Il est impossible de savoir si elle aurait survécu, mais je pense qu'elle aurait pu si les dirigeants soviétiques avaient été plus enclins à recourir à la force. La réticence de Gorbatchev à utiliser la violence est assez rare dans les histoires. D'autres dirigeants, à l'époque, étaient là bien plus déterminés à garder le pouvoir. Un exemple, c'est le dirigeant communiste roumain Nicolae Ceausescu. Ceausescu a dirigé pendant environ 24 ans avec une brutalité extrême. Il a instauré une police secrète parmi les plus redoutées au monde. Lorsqu'il y a eu une rébellion en 1987, il n'a pas hésité à utiliser la violence contre les manifestants. Un autre exemple d'un régime prêt à tout pour conserver le pouvoir est le Parti communiste chinois. En juin 1989, il a commis le célèbre massacre de la place Tiananmen. Cela est arrivé à cause de manifestations pacifiques d'étudiants demandant des réformes politiques et plus de liberté. Le Parti communiste chinois a violemment réprimé les manifestations en envoyant troupes et chars, causant des milliers de morts. Je crois que l'Union soviétique est surtout tombée car ses dirigeants n'étaient pas prêts à agir aussi brutalement. Un assistant de Gorbatchev a dit qu'il manquait de courage pour avoir son propre Tiananmen.
Il lui suffisait de réprimer les premiers signes de séparatistes et de radicaux, et l'Union soviétique serait restée en bonne santé. Cela aurait pourtant signifié renoncer à son rêve d'apporter la démocratie à notre pays et entacher irrévocablement son prestige de réformateur. En conclusion, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'Union soviétique est tombée. Ses difficultés économiques et la mauvaise qualité de vie rendaient improbable qu'elle finisse par tomber. À mon avis, sa chute à ce moment-là est sans doute liée aux décisions et actions d'un petit groupe d'hommes. Le fait que Mikhaïl Gorbatchev et d'autres aient permis l'effondrement pacifique de l'Union soviétique lui a valu le respect de nombreux Occidentaux. Pour d'autres, dont Vladimir Poutine et le Parti communiste chinois, il suscite le mépris. L'une des meilleures citations qui illustre cela vient du fils de Deng Xiaoping, l'ancien président du Parti communiste chinois. Il a un jour dit à un journaliste américain « Mon père pense que Gorbatchev est un idiot ».